Kristen Bruggeman. Au moment de sa disparition, Kristen Bruggeman, âgée de 26 ans, vivait avec ses parents dans le nord-est d'Indianapolis, Indiana, et travaillait dans un restaurant de pizza C16. Habituellement, après son service, la mère de Kristen venait la chercher. Mais le soir du 1er janvier 2021, elle a dit à ses parents qu'elle n'aurait pas besoin d'être ramenée car elle sortait avec des amis après le travail. Selon ses parents, Rex et Lisa, Kristen ne les a plus recontactés. Sa mère a essayé de la joindre vers minuit 30, mais l'appel est allé directement sur la messagerie, indiquant que le téléphone avait été éteint ou avait perdu de l'énergie. Cette nuit-là, Kristen avait passé du temps dans un pub nommé Manly's Irish Mutt, sur 10th Street, avec son ex-petit ami Eddie Bradford et ses amis Jared, Olivia et Robin. D'après les parents de Kristen et la plupart des reportages, la jeune 26 ans s'est disputée avec le groupe qui a quitté le bar sans elle. Robin a déclaré plus tard que cela rongeait sa conscience car ils étaient en surplace juste avant l'incident. Si seulement nous ne l'avions pas laissé là. Cependant, un rapport de l'enquêteur privé engagé par les parents de Kristen a déclaré que tout le groupe, y compris Kristen, a quitté le bar vers minuit 15 avec la jeune femme de 26 ans, disant à ses amis qu'elle voulait aller jouer au bowling. Elle a été aperçue pour la dernière fois par eux, se dirigeant vers le bowling le plus proche. La prochaine et dernière fois que Kristen a été vue, c'était sur la circuit fermé de télévision sur le parking du Young Men's Christian Association sur Shortridge Road à Indianapolis, vers 2h du matin, le matin du 2 janvier. Après cela, il n'y a plus d'image de surveillance d'elle car la caméra défectueuse s'est coupée. Quand elle s'est rallumée, il n'y avait plus aucune trace de Kristen. La police a repéré un véhicule utilitaire sport noir garé près de la clôture du Young Men's Christian Association et un complexe d'appartements à proximité qu'ils ont déclaré être une zone d'intérêt. Et à 1237 heures du matin, le véhicule a été vu en train de partir. La voiture n'a jamais été identifiée et son lien avec la disparition de Kristen reste incertain. Les enquêteurs soupçonnent que la jeune femme de 26 ans a franchi la clôture de l'ensemble d'appartements et a peut-être été blessée ou enlevée à partir de ce point. Sa mère Lisa se souvient qu'elle savait que quelque chose n'allait pas cette nuit-là, appelait ça l'intuition d'une mère, mais j'avais l'impression que quelque chose de vraiment mauvais s'était passé. Je me suis réveillée vers 12h30, à peu près au même moment où son téléphone a sonné, et c'est à ce moment-là que j'ai d'abord essayé de l'appeler, et son téléphone était éteint. Pendant ce temps, le père de Kristen, Rex, a déclaré que notre vie s'était arrêtée. Il a déclaré que sa fille était joyeuse et douce, avec un faible pour les animaux. Il ne croit pas que Kristen a simplement quitté sa vie parce qu'elle a laissé derrière elle son chien, Tifa. Après que Kristen a été signalée disparue, la police d'Indianapolis a mené des recherches, suivi des pistes et offert une récompense de $10 000 pour toute information menant à la localisation de la jeune femme de 26 ans. Lisa a commenté « Je crois vraiment que quelqu'un sait quelque chose ». Moins d'un an après la disparition de Kristen, ses parents ont engagé un détective privé pour aider à compléter l'enquête. Ils ont déclaré que bien qu'ils aient confiance en la police de la ville, ils estiment qu'un détective privé a plus de temps pour se concentrer sur l'affaire de leur fille. En septembre 2021, ils ont organisé une veillée pour sensibiliser à la disparition de Kristen, à laquelle ont assisté environ 40 personnes. La famille et les amis ont distribué des prospectus avec la photo et les informations de Kristen. Il y a peu de théories dans le cas de Kristen et encore moins de pistes. Bien que la famille et les enquêteurs n'aient pas déclaré ce qu'ils pensent dès qu'il est arrivé à la jeune femme de 26 ans, les détectives amateurs ont suggéré qu'elle a quitté la ville pour éviter d'autres problèmes avec la loi ou que quelque chose de plus sinistre lui est arrivé impliquant des drogues. Ces théories ont émergé parce que les registres publics des tribunaux montrent que Kristen a eu plusieurs démêlés avec la loi entre 2012 et 2020, y compris l'imprudence criminelle, la possession de marijuana et de matériel de drogue, l'ivresse publique et l'agression. Elle devait comparaître le plus récemment devant le tribunal le 13 janvier. Malgré les efforts de tous, Kristen reste introuvable. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux bruns et aux yeux bruns. 1,57 m et pesait environ 52 kg lors de sa dernière apparition. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir, un jean bleu, un chapeau gris et un sac à dos blanc. Toute personne ayant des informations sur sa disparition peut appeler la police métropolitaine d'Indianapolis au 317 327 6160. Caitlin Potts.
La dernière fois que quelqu'un a eu des nouvelles de Caitlin Potts, âgée de 27 ans, c'était le matin du 22 février 2016. Ce jour-là, elle a envoyé un message à sa sœur, Cody, lui expliquant qu'elle se rendait à Calgary depuis son emplacement actuel en Colombie-Britannique en utilisant un trajet qu'elle avait organisé via un site de terrain de classe nommé Kijiji. Cependant, quelques jours ont passé et personne n'a plus rien entendu de Caitlin. Inquiète pour sa sécurité, sa famille a déposé un rapport de personnes disparues le 1er mars. La vie de Caitlin avait été des plus tumultueuses. Membre de la Première Nation Samson Cree en Alberta, Canada, elle a passé une grande partie de sa jeunesse en famille d'accueil, bien que sa mère, Priscilla, se soit battue désespérément pour que ses 4 enfants lui reviennent au fil des ans. Priscilla visitait souvent les frères et sœurs, les emmenant au lac et se joignant aux dîners familiaux. Malgré cette éducation difficile que sa mère dit lui avoir laissé des problèmes d'attachement, Caitlin était décrite par ses proches comme étant pétillante et extravertie. Elle restait en contact régulier avec sa famille, appréciait les dîners avec eux et assistait souvent à l'église à leur côté. Caitlin était également une mère dévouée à son jeune fils, dont on dit qu'elle parlait sans arrêt, ajoutant aux difficultés dans la vie de Caitlin était le fait qu'elle avait une relation tumultueuse avec son petit ami intermittent de 41 ans, Jason Anatovich, qui avait été violent envers elle à de nombreuses reprises. Caitlin rendait parfois visite à ses frères et sœurs couvertes de bleu et en pleurs. Sa sœur Cody se souvient d'une fois où elle m'a appelé en pleurs et elle se cachait dans la salle de bain en disant qu'il était dehors et qu'il allait enfoncer la porte. Plus tard ce jour-là, Jason a été arrêté et la mère d'un enfant est allée séjourner dans un refuge pour femmes où elle s'est réinscrite à l'école et a trouvé un emploi chez Tim Hortons. Au moment de sa disparition, elle avait quitté le refuge et vivait avec une colocataire qu'elle avait rencontrée là-bas. Elle était également de nouveau en bons termes avec Jason. Caitlin n'a pas été ajoutée à la liste des personnes disparues de la Gendarmerie royale du Canada jusqu'à fin mars, 3 mois plus tard, en juin 2016. Priscilla a décidé de faire appel à des groupes autochtones en Colombie-Britannique pour aider à organiser leurs propres recherches pour la jeune femme de 27 ans. Ils ont par la suite fouillé des zones d'Underby où un témoin croit avoir vu Caitlin, ainsi que le lac Mabel, Green Road et des parties de la rivière Shuswap, où la police a déclaré qu'elle avait été vue pour la dernière fois. Des bénévoles ont également aidé à faire du porte-à-porte dans les quartiers locaux pour voir si quelqu'un avait vu quelque chose de suspect. Mais les efforts de la famille n'ont rien donné. En avril 2017, la Gendarmerie royale du Canada a diffusé des images de vidéosurveillance de Caitlin entrant dans le centre commercial Orchard Palace à Kelowna, en Colombie-Britannique, vers 1h30 de l'après-midi du 20 et 1 février 2016. Les images de surveillance montrent la jeune femme de 27 ans portant une veste noire, un pantalon de couleur claire et des bottes d'hiver noires, tout en portant son téléphone portable et un sac à main en cuir marron. Les enquêteurs ont diffusé les images pour rafraîchir la mémoire des gens. Ils ont peut-être vu Caitlin ce jour-là sans même réaliser qui elle était. À peu près à la même époque, ils ont déclaré qu'ils soupçonnaient un acte criminel et qu'ils ne croyaient pas que Caitlin a quitté la région avant de disparaître, car ils n'ont aucune preuve montrant qu'elle s'est réellement rendue à Calgary. En mai 2017, Jason a été jugé suite à une agression contre Caitlin qui avait eu lieu dans un hôtel à Edmonton en 2014, 2 ans avant sa disparition. Il a été reconnu coupable d'agression armée et de violation d'une condition de reconnaissance. 2 autres accusations ont été abandonnées. En 2023, Jason s'est entretenu avec Global News où il a affirmé qu'il était un ami de Caitlin, mais pas son petit ami. Il a dit qu'à leur rencontre, il venait de quitter la mère de ses enfants. Je me sentais vraiment perdu dans la vie. Il a confié se sentir seul et a mentionné que Caitlin travaillait parfois comme escorte lorsqu'elle a disparu. Quant à l'accusation d'agression, il a prétendu que Caitlin était à l'hôtel toute seule et qu'elle l'avait appelé pour lui demander de l'aide parce que des hommes lui avaient volé son sac à main. D'après Jason, l'hôtel est un lieu criminel et Caitlin avait des dettes envers des dealers. Quand il est arrivé à l'hôtel, je cite, « Elle a retourné la situation contre moi et m'a dit que si je ne donnais pas l'argent à ces gars, elle allait me faire tabasser. » C'est donc ce qui a conduit à l'altercation entre elle et moi. Suite à la disparition de Caitlin, Jason se souvient que la police l'a appelée et lui a demandé où elle était. Il a finalement invité les enquêteurs à fouiller son domicile, car il ne voulait pas que les gens disent que j'essayais de dissimuler quoi que ce soit. Ils ont fouillé la propriété avec des chiens détecteurs de cadavres, des experts en criminalistique, des drones et des hélicoptères, et ont démonté l'intérieur de son véhicule sans rien trouver de notable. Au fil des années, la Gendarmerie royale du Canada a déclaré avoir enquêté sur 25 tuyaux et poursuivi des centaines de pistes, mais Caitlin reste introuvable. En 2021, la famille de Caitlin collectait des fonds pour engager un détective privé.
Pendant un certain temps, les habitants ont spéculé qu'un tueur en série était en liberté. Car Kathleen n'était que l'une des 3 femmes autochtones à disparaître dans la région de l'Okanagan en 2016. Deanna Wirtz, âgée de 46 ans, a été vue pour la dernière fois le matin du 19 juillet 2016 à son domicile sur Yankee Flats Road à Salmon Arm, en Colombie-Britannique. Pendant ce temps, Ashley Simpson avait 32 ans lorsqu'elle a disparu d'une propriété près de Salmon Arm en 2016. L'an dernier, le petit ami d'Ashley a avoué l'avoir tuée. Son corps a été retrouvé en 2021. Kathleen Potts avait 27 ans lorsqu'elle a disparu d'Enderby, en Colombie-Britannique, le 22 février 2016. Elle est décrite comme une femme autochtone aux yeux marrons et aux longs cheveux noirs avec des mèches blondes. Elle mesure 1,60 m et pesait environ 68 kg lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle a des liens avec les régions de Kelowna, Salmon Arm et Enderby, toutes situées en Colombie-Britannique. Si vous avez des informations sur la disparition de Kathleen, vous pouvez appeler la ligne d'information de l'unité des crimes majeurs du district du Sud-Est de la Gendarmerie royale du Canada au 87 7987 8477. Damien Nettles. Vers 7h30 le soir du 2 novembre 1996, Damien Nettles, âgé de 16 ans, et son ami Chris Boone ont assisté à une fête à East Cowes, sur l'île de White, avant de décider de partir. Apparemment, la fête était une affaire discrète à laquelle assistaient en 3 couples, Damien étant le seul à être seul. Et bien que Chris ait déclaré que son meilleur ami voulait partir parce qu'il s'ennuyait, le frère de Damien a plus tard soupçonné qu'il voulait acheter de la marijuana cette nuit-là. Les deux ont quitté la fête vers 9h30 du soir, retournant à West Coast par ferry et s'arrêtant pour acheter du cidre en chemin. Selon un rapport de police de 2007, entre 9h30 du soir et 12h06 du matin cette nuit-là, Damien a tenté d'entrer dans certains des pubs locaux mais a été refusé. Comme Damien mesurait 6 pieds 4, il n'avait souvent aucun mal à faire croire au videur qu'il était assez âgé pour boire. Par contre, son ami Chris a été moins chanceux. Il était souvent laissé à attendre dehors. Chris se souvenait que cette nuit-là, Damien cherchait sa sœur aînée Sarah. Une déclaration de témoin a corroboré ses affirmations. Sa mère Valérie a cependant noté que Damien savait que Sarah était à Portsmouth, alors pourquoi la cherchait-il dans les pubs? Elle a suggéré qu'il l'utilisait comme excuse pour entrer dans les pubs cette nuit-là. À 10h du soir, Damien a été capturé par une caméra de surveillance à l'intérieur d'une friterie nommée Yorkies sur la Grande Rue. Cependant, lui et Chris sont partis sans rien acheter. Une demi-heure plus tard, Chris se plaignait d'être froid et mouillé et a décidé de mettre fin à la soirée. Le duo s'est rendu ensemble au parc Northwood avant de se séparer. Chris a déclaré être rentré directement chez lui. J'étais sûr que Damien avait pris la direction du parc pour rentrer chez lui. Mais Damien n'était pas encore prêt à partir, alors il est retourné dans la rue principale et a été vu à nouveau sur la vidéosurveillance à l'intérieur de la friterie Yorkie, où des témoins se souviennent qu'il semblait très ivre ou semblait déconnecté. Il a commandé un sac de frites lorsque l'employé l'a incité à payer, puis est parti. Un autre témoin se souvient avoir vu le jeune de 16 ans vers 11h15 du soir, lorsque Damien essayait d'ouvrir les portes d'une Ford Fiesta bleue sur le parking du pub Arbor Lights. Valérie s'est dite surprise d'apprendre que Damien faisait cela, car cela ne lui ressemblait pas du tout. Il a été vu peu après à un arrêt de bus près d'un supermarché coopératif. Lorsqu'il est démonté dans le bus qui est arrivé, il a parlé avec le chauffeur et a tenté de prendre sa photo avec l'appareil photo noir qu'il portait avant de sortir à nouveau, remerciant le chauffeur en sortant. Quelques minutes plus tard, un troisième témoin a affirmé que quelqu'un correspondant à la description de Damien traînait près de l'arrêt de bus en mangeant des frites. Le témoin qui attendait de récupérer son enfant qui était dans un autre bus a déclaré que l'adolescent s'est alors levé, s'est approché d'eux et a déclaré 2 fois, je cite, « Il nous observe ». Le garçon a nettoyé la vitre de la voiture du témoin, puis s'est dirigé vers la grande rue. Le témoin a déclaré que le garçon semblait fortement drogué et semblait se pencher fortement sur la voiture. Damien a été vu sur les caméras de surveillance marchant dans la grande rue, mais n'a plus jamais été revu. Il existait 2 chemins pour rentrer chez lui. Le premier passait par le parc, où il s'était séparé de Chris, tandis que l'autre était un chemin côtier le long du front de mer. Valérie a déclaré qu'il était peu probable qu'il ait pris la deuxième option. Citation, c'était une nuit désagréable et sombre et inhospitalière le long du front de mer. Cette promenade ne lui aurait pas plu. Les parents de Damien ont signalé sa disparition à 15h
Le 3 novembre, après avoir passé la matinée à appeler les amis de leur fils et à vérifier s'il était chez quelqu'un. Sa petite sœur, Mélissa, qui n'avait que 9 ans à l'époque, a été la première à remarquer qu'il n'était pas rentré cette nuit-là. Il était introuvable et son lit n'avait pas été touché. Dès le début, la famille Nettles était mécontente de l'enquête policière sur la disparition de leur fils. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Damien, la famille est allée de porte en porte avec des amis et des proches, sondant la région locale et appelant à l'aide. De plus, c'est un ami de Valérie qui a découvert la vidéo de surveillance de Damien à la friterie. L'ami de Valérie, Coran Lawrence, avait un fils du même âge que Damien et a déclaré « La police ne faisait rien, alors j'ai pris sur moi de descendre la rue, demandant à gauche et à droite si quelqu'un l'avait vu. » L'homme de la friterie m'a dit qu'il avait une petite caméra au-dessus de la porte et que je pouvais y jeter un coup d'œil. Ceux qui ont vu la vidéo de surveillance, qui montre Damien lors de sa deuxième visite à la friterie, s'accordent souvent pour dire que Damien semble déboussolé. Il semble avoir du mal à communiquer, mais finit par commander un grand sac de frites, paye et part. 5 autres jeunes hommes ont été vus sur la vidéo de surveillance en train de parler avec Damien, bien que tout semblait amical. Mais la famille de Damien a noté que ces hommes n'ont pas été interrogés et écartés jusqu'à des années après sa disparition, critiquant la police pour ne pas avoir parlé à des personnes qui auraient donc pu être des témoins importants beaucoup plus tôt. Karan a déclaré que les enquêteurs avaient une vision tunnel lors de l'enquête sur la disparition, notant tout le temps la police insistait sur le fait qu'ils devaient être entrés dans l'eau, mais je n'ai jamais cru cela. La police était affreuse. À un moment donné, ils ont appelé Valérie et moi des femmes hystériques. Une fois de plus, c'était la famille, et non la police, qui a eu vent d'autres potentielles images de vidéosurveillance de Damien la nuit de sa disparition. Ils ont informé la police qui a obtenu et examiné la vidéo avant de la montrer à Valérie. Mais elle a immédiatement su que l'homme qu'ils pensaient être Damien n'était pas son fils. Cependant, en regardant davantage les images, elle a pu identifier le jeune de 16 ans marchant dans la rue principale, mangeant des frites juste après minuit. Elle se souvient, c'était la dernière fois que j'ai vu mon fils vivant. Cependant, dans une énorme gaffe, les enquêteurs ont perdu les images. En 2005, Valérie s'est plainte à la commission indépendante des plaintes contre la police, critiquant la perte et la manière dont l'affaire de son fils avait été gérée. On lui a dit que l'officier qui avait perdu la bande avait déjà été sanctionné. La famille Nettles a également contacté le maître de port de l'époque, le capitaine Henry Wrigley, qui a aidé à calculer où le corps de Damien serait probablement retrouvé s'il était tombé à l'eau cette nuit-là, mais des semaines ont passé et il n'y avait aucun signe de l'adolescent. Wrigley a également participé à une recherche aquatique du corps de Damien, mais rien n'a été trouvé. Damien n'aurait pas pu quitter l'île car les ferries avaient déjà cessé de fonctionner pour la nuit lorsqu'il a été vu pour la dernière fois sur la vidéosurveillance. Même sans l'avoir fait, sa famille n'avait aucun signe qu'il voulait aller sur le continent. Son ex-petite amie, Abby Scott, qui avait fréquenté Damien pendant 18 mois jusqu'à l'été de 1996, a déclaré qu'à la fin de leur relation, il était devenu un peu différent. Elle a déclaré « Je ai vu des éclats de quelqu'un d'autre. Il traînait avec un groupe de personnes différents qui étaient un peu plus âgés que lui. Bien sûr, il gardait certaines choses pour lui. Ça aurait pu être de la drogue, je ne sais pas. » Sa petite amie au moment de sa disparition, Gemma Nunn, a dit à la British Broadcasting Corporation que la police ne lui avait jamais demandé à propos de drogues ou de problèmes dans lesquels Damien aurait pu être impliqué, ou même suggéré que quelque chose de sinistre lui était arrivé. Bien qu'une salle d'incident ait été mise en place immédiatement après la disparition de Damien, aucune des preuves de cette époque n'a été conservée par la police, y compris les journaux d'appel, les carnets de notes de la police et les registres du personnel de service à ce moment-là. C'était une autre critique que la famille de Nettles avait de l'enquête policière originale. En 2010, un associé du trafiquant de drogue, Nicky McNamara, a dit à la famille de Damien que le jeune de 16 ans avait été tué par McNamara suite à une dispute concernant la marijuana. Le trafiquant de drogue avait apparemment frappé Damien sans intention de le tuer. Son corps a ensuite été jeté dans un repère de drogue dans la ville pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il soit enterré dans un sac de voile près d'une piste cyclable sur l'île. Les associés ont déclaré avoir informé la police en 2000 sans résultat. Après avoir entendu l'histoire, Valérie est allée à la police qui a par la suite arrêté plusieurs hommes qui avaient des liens avec le milieu de la drogue de 1996 et McNamara. Les hommes étaient âgés entre 37 et 50 ans. Les enquêteurs ont également examiné les marais le long d'une piste cyclable entre Cowes et Newport, mais ont finalement dit à Valérie que l'informateur n'était pas fiable. Il leur avait précédemment dit que le corps était enterré dans une zone de Gurnard.
Au fil des décennies, il y a eu diverses histoires et rumeurs sur ce qui est arrivé à Damien. Une version des événements est qu'il a tenté de protéger un ami qui était maltraité. Une autre est qu'il a été victime d'une agression sexuelle. Cependant, beaucoup de rumeurs reviennent à McNamara. La plupart affirment que le trafiquant de drogue avait battu Damien à mort accidentellement. Bien que la raison pour laquelle Damien a été l'objet d'une telle explosion de colère diffère selon la personne interrogée. McNamara est mort en 2002, donc on ne peut plus l'interroger. Sa mort est probablement ce qui a poussé l'informateur à se manifester cette année-là. Damien Nettles est toujours porté disparu. Il avait 16 ans lorsqu'il a disparu de Cowes sur l'île de Wight le 2 novembre 1996. Il a été vu pour la dernière fois portant un jean bleu et une polaire noire et portait un appareil photo noir à l'époque qui n'a jamais été retrouvé. Si vous avez des informations sur la disparition de Damien, vous pouvez contacter Crime Stoppers au 080 0555 1111. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois. Merci.